Fond de Latte. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelle Sandrine Autré et qui a été battue à mort en 2003 dans les Alpes-Maritimes. Et c'est aussi l'histoire d'un bébé de 2 mois, Antoine, qui a disparu et dont on envisage que l'assassin l'ait donné à manger à ses chiens. Pour le débrief de cette histoire très douloureuse, j'ai invité maître Bernard Sivon du barreau de Nice, avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Cette histoire commence par une naissance en août 2003 à la maternité de Grasse. Un tout petit bébé, tellement petit qu'il tient presque dans la main. 1,9 kg. Voilà votre fils. Il est pas bien gros, hein? Comment est-ce que vous allez l'appeler? On va l'appeler Antoine? Eh bien, il va falloir beaucoup s'occuper d'Antoine, hein. Il faut absolument qu'il prenne du poids. Ça va aller? Vous vous en sentez capable? Oui? Oui, ça va aller, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si, à la maternité, on s'inquiète. On sent bien que chez la mère, il y a un truc qui va pas. Alors on prévient la PMI, la protection maternelle et infantile. Une assistante sociale est chargée du suivi. Au début, tout va bien. Sandrine Autré, la maman, a l'air de bien s'occuper de son bébé. Vous n'oubliez pas quand même le rendez-vous chez le pédiatre, hein? Oui. C'est quand déjà? Le 20. Le 20 octobre, vous avez bien noté ça? D'accord. Le 20 octobre, c'est noté. Sauf que le 20 octobre, la mère ne va pas chez le pédiatre. Et le pédiatre prévient la PMI, qui contacte tout de suite les parents. Allô? Oui, bonjour, c'est la PMI à l'appareil. Vous êtes le papa? Ouais, je suis le papa, ouais. Dites-moi, la maman n'a pas emmené votre fils Antoine au rendez-vous qu'il avait chez le pédiatre? Oh, ben ça, je sais pas. Hein. Sandrine, elle s'est barrée. On s'est disputé, elle s'est tirée. D'accord, et le bébé, où est-il? Oh, ben le bébé, là, il est là, avec moi. Bon, il va très bien, hein. Vous êtes sûr, monsieur? Vous ne pensez pas qu'en attendant le retour de la mère, il serait préférable de le placer? Oh mais non, pourquoi faire? Il va très bien, je vous dis. Si la dame de la PMI s'inquiète et suggère un placement, elle a ses raisons. Le père est un homme violent et porté sur la bouteille. Il a déjà battu sa compagne et d'autres femmes par le passé. Sans compter que la mère elle-même, Sandrine, a un passé douloureux. Drogue, plus alcool. C'est pour ça qu'elle veille sur ce bébé. Et ouf, le père accepte un placement en attendant le retour de sa femme. Sauf qu'il rappelle. Voilà, je vous ai dit qu'Antoine était avec moi. Ouais, c'est pas vrai. Sa mère l'a amené avec elle. Et vous ne savez pas où ils sont? Où ils sont? Non, pas du tout. La dame de la PMI se dit là, il y a un gros problème. Et donc elle prévient le procureur qui ouvre tout de suite une enquête préliminaire pour disparition inquiétante de la mère et du bébé. Quatre jours plus tard, les gendarmes débarquent au domicile du couple, au Sauce, dans l'arrière-pays. Une maison minuscule et complètement isolée. « Y a quelqu'un ? C'est la gendarmerie !» Pas de réponse. Si ce n'est celle des clébards, de gros clébards, très menaçants. Bon, on va passer par la fenêtre qui donne sur la route, pour éviter les clèpes, c'est plus prudent. Les gendarmes fracturent la fenêtre et ils pénètrent à l'intérieur de la maison. Un bordel intégral. Le dernier endroit où on a envie de poser un bébé. On dirait un squat. Rien n'est rangé. Et des bouteilles dans tous les coins. Si on veut bien imaginer qu'un bébé de quelques semaines vivait là, ça craint. Ça craint vraiment. Les gendarmes vont voir le voisin. Oh ben lui, je l'ai vu parti hier en voiture. Et alors sa copine et le bébé,
Ça fait au moins 15 jours que je les ai pas vus. Ah oui, oui. Au moins 15 jours. Dans le hameau des Sausses où ils habitent, le portrait fait par les habitants n'est pas reluisant. Bon, on les connaît pas trop, hein, vous savez. Ils se mélangent pas, hein. Mais lui, on peut l'entendre gueuler à 1 kilomètre comme un sourd, hein. Alors au début, on croyait que c'était sur ses chiens. Et puis on a vite compris que c'était sur sa femme qui gueulait. Hein. Parce que quand on la voit, elle, toujours avec un cocard différent. Et puis alors les chiens, ils peuvent aboyer pendant des jours sans s'arrêter. Et puis il faut voir les bestioles, hein. Ils sont sacrément agressifs. Vous voulez mon avis? Ces deux-là, Audibert et sa femme, c'est des drogués. Et c'est des alcoolos. Voilà tout. Audibert, c'est le nom du monsieur, Frédéric Audibert. Il était temps que je vous le donne. Parce qu'à ce stade, il y a une hypothèse sérieuse. Qu'il ait au mieux enlevé la mère et le bébé, et qu'il les ait planqués quelque part. Et au pire, que dans l'un de ses accès de colère, il les ait tués, tous les deux. Bon, on sait si elle est de la famille, Sandrine Autré. Ouais, j'ai localisé la mère. Eh bien, appelle-la, pour savoir si elle a des nouvelles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sauf que la mère, elle non plus, est sans nouvelles de sa fille. Mais ça fait bien 10 jours que je l'ai pas eu. Bon, je vous cache pas qu'on a l'habitude, depuis longtemps malheureusement, de s'inquiéter pour Sandrine, mais là, depuis qu'elle est maman, je vous avoue qu'on ne dort pas très bien. Le père nous a dit qu'elle s'est enfuie avec le bébé après une dispute. Oui, enfin c'est ce qu'il nous a dit à nous aussi. Il nous a téléphoné hier soir pour nous demander si Sandrine et son fils étaient chez nous. Et on lui a dit que non. Tout ça est de plus en plus inquiétant. D'autant que les gendarmes se sont plongés dans leurs fichiers. Le père n'est vraiment pas un enfant de cœur. Bon, voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur Audibert. D'abord, figurez-vous que le gars, c'est un petit bourge. Père agent immobilier à Nice. À 2 ans, les parents divorcent. Ce sont les grands-parents maternels qui le récupèrent. Et c'est à partir de l'adolescence que l'autre part complètement en sucette. D'abord, il tombe dans le cannabis, et puis ensuite dans l'héroïne. Il arrête l'école à 16 ans. Là, il se retrouve dans la rue, mais attention, hein, les grands-parents continuent de raquer. Et lui, pendant ce temps, il se lance dans les cambriolages. Et puis il rencontre une gonzesse, une certaine Sylvie, qui est toxicomane elle aussi. Cette fille, il la frappe, comme d'ailleurs il va frapper toutes les compagnes avec lesquelles il va partager sa vie. On a une liste de signalements qui est longue comme le bras. Et puis on a un procès verbal concernant une gamine qu'il a séquestrée pendant près de 3 semaines et qu'il a torturée. Heureusement, elle a réussi à s'enfuir. À part ça, on a une condamnation pour violence avec arme sur la voie publique et on a même une verbalisation récente pour maltraitance sur son élevage de chiens. Des bas rouges. Je pense que ce sont les molosses qu'on a vus chez lui. Hein. Charmant personnage, qui semble donc lui aussi avoir disparu. Et puis finalement, non. Ouais, j'ai bien vu que vous m'avez appelé, hein. Je pouvais pas répondre, désolé, hein. J'ai pas mal de problèmes en ce moment. Et, oh merde, ma batterie déconne. J'ai plus de batterie. Ça va, coupe. Bon, le coup de la batterie, c'est bon, hein. On l'a tous fait. Moi, je pense que ce gars, il se fiche de nous. Je pense qu'il n'a pas de problème de batterie. Je pense qu'il veut juste nous faire croire qu'il collabore avec nous, mais en vérité, il collabore pas du tout. Alors, les gendarmes vont voir son père à lui. Frédéric. Si je sais où est Frédéric. Eh ben non, je sais pas. Mais il m'a laissé un message assez confus sur le répondeur il y a quelques jours. Vous voulez que je vous le fasse écouter? Ouais, on veut bien.
Alors... Vous avez un nouveau message. Reçu à 14h52. Bonjour papa, c'est Frédéric. Bon, la gamine, elle s'est fait baiser la gueule. Hein. Je sais pas quel chantage on me fait. Message incompréhensible. L'appel est localisé. Un hôtel du centre-ville de Grasse. Les gendarmes y vont tout droit. Audibert, vous dites? Ah, mais celui-là, merci, hein. Je l'ai fichu dehors. Et merde, il est resté combien de temps? Il est resté 3 jours. Mais il a quasiment pas bougé de sa chambre. Et quand il est parti, il m'a laissé ça, tiens, son téléphone. En me disant que je ne devais le remettre qu'à sa compagne, Sandrine, c'est ça? Ouais, c'est ça. On peut voir la chambre? Allez-y, hein. La femme de chambre n'est pas encore passée. La piole est jonchée de bouteilles vides. Ça se confirme, le type a le gosier en pente. Et le coup du téléphone qu'il a laissé sur place pour que la réceptionniste le donne à Sandrine. Merci. Parce qu'il devait se douter que les gendarmes allaient débarquer à l'hôtel. Il a donc laissé son téléphone à la réceptionniste pour faire croire, une fois de plus, que Sandrine allait passer. Et donc qu'elle est vivante. Enfin, tout ça, c'est ce que se disent les gendarmes. Quand une enquête patine et qu'il y a urgence, il ne reste plus qu'une solution. Lancer un appel à témoins dans la presse locale, avec une photo de Sandrine Autrey et de son bébé Antoine. Et comme souvent, c'est payant. 15 jours après la disparition de Sandrine et du bébé, un hôtelier de Nice appelle les gendarmes. Dites-moi, je vous appelle là parce que j'ai un client qui ressemble pas mal au Frédéric Audibert dont vous avez publié la photo dans le journal. Bien, intéressant. Il est actuellement dans sa chambre? Oui. Je vois que la clé n'est pas au tableau. Oui, il est dans sa chambre. Ok, vous faites tout pour le retenir. Hein? On arrive. Les gendarmes de Grasse filent à Nice illico. L'hôtelier confirme que l'oiseau, qui s'est enregistré sous un faux nom, est toujours dans sa piole. Ils viennent de demander qu'on lui change sa serviette de toilette. Bon, mais très bien. On va aller la lui porter nous-mêmes. Donnez-nous une serviette. Quelques minutes plus tard, un gendarme déguisé en employé de l'hôtel va frapper à sa porte. Service de l'étage. Entrez. Bonjour, monsieur. Voici la serviette que vous avez demandée. Vous désirez autre chose, monsieur Audibert? Le gendarme a dit Audibert. Et l'autre a compris. Il a compris qu'il s'est fait avoir. Vous êtes gendarme, c'est ça? Je vous ai dit que j'ai pas le temps de répondre à vos convocations. Moi, je cherche ma femme et mon fils. J'ai pas le temps de vos conneries, là. D'autres gendarmes débarquent dans la piole et ils se mettent à fouiller. Dites, monsieur Audibert, c'est quoi, ça? Ben, vous voyez bien, c'est un revolver. Oui, je vois bien. C'est un revolver chargé, qui plus est. Pourquoi est-ce que vous avez ça, monsieur? Ben, c'est pour me défendre. Ben, je cherche ma femme jour et nuit. Et l'autre nuit, près de la gare, je me suis fait tirer dessus par des voyous. Et ça, monsieur, c'est quoi, ça? Ben, c'est un appareil photo, vous voyez bien. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue et qu'on va vous amener à la gendarmerie de Grasse pour interrogatoire. En garde à vue à la gendarmerie de Grasse, voilà l'improbable fable que sert Frédéric Audibert. Bon, la dernière fois que je l'ai vu à Sandrine, c'était le 12 octobre. On était à la maison, j'ai pas mal bu ce soir-là. Vous avez bu quoi? Du pastis. En quelle quantité? Je sais pas, peut-être 2 ou 3 bouteilles. Et du coup, je me suis endormi. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, Sandrine, elle était plus là. Vous savez, c'est pas la première fois qu'elle fugue, hein, Sandrine. Elle a fait au moins 30 fugues en 3 ans. Tout finit toujours par revenir. Et le petit Antoine, monsieur?
Mon fils, il était là, il braillait dans son couffin. Il avait faim, le pauvre. Alors, je lui ai donné un biberon. Et après, je me suis aperçu que l'autre, elle était partie avec l'argent que j'avais dans une enveloppe, quoi. Combien d'argent, monsieur 5 800 €. Attendez, hein. C'est pas tout ce qu'elle m'a piqué. Elle m'a piqué aussi 3 pistolets que j'avais. 3 pistolets. D'accord. Et après après, quelques jours plus tard, 5 ou 6 jours, je sais plus, je reçois un coup de fil d'un type qui me fait si tu veux revoir ta femme vivante, fais cracher 100 000 € à ta famille, quoi. Très bien. Mais votre enfant, il est passé où? Parce qu'il n'était pas chez vous quand on vous a arrêté. Et vous avez dit l'autre jour qu'elle l'avait récupéré. Oh, attendez, j'y viens. Donc l'autre jour, j'étais au supermarché. J'avais le gosse à l'arrière de la voiture. J'ai pas voulu le réveiller. Et donc je l'ai laissé dans la voiture. Je n'en avais pas pour longtemps. Et alors quand je suis revenu, il n'était plus là. Et sur le pare-brise, il y avait un mot au feutre. C'était l'écriture de Sandrine. Elle disait « J'ai récupéré le gosse, je reviendrai pas, on te recontactera. » Et pourquoi est-ce que vous nous avez pas prévenu, monsieur? Mais j'avais pas à m'inquiéter puisque c'était la mère qui avait récupéré le gosse. Les gendarmes sont comme vous, je vous rassure. Ils ne croient pas un traître mot de ce qu'Audibert vient de raconter. Dans la piole de Frédéric Audibert, les gendarmes ont retrouvé un appareil photo, vous vous souvenez? Ils ont donné la pellicule à développer. Bon, mais c'est très intéressant. Alors les premières photos, c'est du classique, la mère avec le bébé dans les bras, la mère qui donne le biberon au bébé, tout ça. Et puis à la fin de la pellicule, on a ce cliché, regardez. Le gendarme pose la photo sur la table. Nom de Dieu! Sandrine par terre, recroquevillée, la tête en sang, et posée sur elle une bouteille de pastis. Bon, alors on ne sait pas si à ce moment-là, évidemment, elle est vivante ou elle est morte, mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas en bon état. J'appelle le juge. Quand le juge voit la photo, il décide de mettre Frédéric Audibert en examen pour assassinat. Ce soir, il dort à la prison de Grasse. Quelques jours plus tard, Audibert est ramené dans sa maison des Sauces pour une perquisition complète de la maison et des alentours. Une équipe fouille la maison et une autre le terrain. Et dans la maison... Eh bien, dites donc, monsieur Audibert, vous avez tout un arsenal, là. 4 grenades, plus un fusil à pompe chargé, plus un revolver, plus une carabine 22 long rifle, et c'est 800 cartouches. Ah vous entrez dans la maison d'un voyou. Hein? Il est normal d'y trouver du matos de voyou. Hein? Faut bien se défendre. Ensuite, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie passent à l'action. Et ils pulvérisent aux 4 coins de la maison leur fameux produit qui révèle les taches de sang, le luminol. Bon, j'ai quelque chose là, ici, hein, ces taches-là. Et puis là, vous voyez, on a une traînée de ça, hein, c'est net, hein. Ensuite, les gendarmes passent au jardin. Enfin, au dépotoir qui sert de jardin. Vous pouvez y aller, hein. Vous trouverez rien. Ah bon? Vous êtes sûr de ça, monsieur Audibert? Les gendarmes ont repéré un cabanon au fond du jardin. Un cabanon dans lequel s'entassent tout un tas de choses. Ils les débarrassent une par une. Et en dessous, ils tombent sur un sac poubelle. Et dans le sac, le cadavre décomposé de Sandrine Audibert. Et lui, vous savez tout ce qu'il trouve à dire? Oh putain! C'est comme ça qu'elle est partie, la salope. Délicat. De toute façon, il dit qu'il ne savait pas, et qu'il n'y est pour rien. Et évidemment,
personne ne le croit. Le lendemain, on procède à l'autopsie du corps de Sandrine. Cette jeune femme est morte d'une hémorragie abdominale, qui semble consécutive à des coups de poing et des coups de pied sur tout le corps. Elle a été, pour être clair, battue à mort. Et à quand remonte la mort, docteur? Je dirais entre le 10 et le 15 octobre. Je peux pas être plus précis, désolé. 10-15 octobre, c'est-à-dire 2 semaines donc, avant que sa disparition soit signalée. Le juge d'instruction et les gendarmes n'ont plus aucun doute. Frédéric Audibert a tué Sandrine Autrey. Mais la messe n'est pas dite, parce qu'il manque toujours le bébé à l'appel. Le juge convoque Audibert dans son bureau. Il lui sert une nouvelle faribole. Bon d'accord, j'ai menti, ça s'est pas passé comme je l'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Vous avez menti. C'est-à-dire, le soir du 12 octobre, on s'est saoulés tous les deux avec Sandrine. Ça, c'est vrai. Mais surtout, on s'est disputé au sujet d'Antoine. Elle s'en occupait pas, elle ne nourrissait pas assez. Ça lui a pas plu que je lui fasse des remarques. Alors elle m'a donné un coup de bouteille sur le nez. Pas grave. Moi, j'ai préféré partir pour éviter l'escalade, vous comprenez? Et vous êtes allé où, alors? Je suis allé à Nice. Je passais la nuit avec une pute. Et quand je suis rentré le lendemain matin, elle était partie avec le petit. Voilà. C'est ça la vérité. Vous semblez oublier, monsieur, qu'on a retrouvé le corps de votre compagne chez vous. Mais si je l'avais tué, vous croyez pas que je suis assez con pour laisser son corps chez moi? C'est comme la photo, là. Quelqu'un l'a prise avec mon appareil pour me faire porter le chapeau. Pipeau. Tout ça sans le pipeau à plein nez. Une autre fois, il vient dire au juge que Sandrine se prostituait. Et à mon avis, c'est les proxos qui l'ont tué. Chez vous, monsieur? Parce que je vous rappelle une fois de plus qu'on a retrouvé le cadavre de mademoiselle Autrey chez vous. Ils sont venus la tuer et mettre le cadavre chez moi pour m'accuser. C'est tout. Dans la foulée de l'arrestation, les parents de Sandrine Autrey viennent compléter le portrait du gigoto. Ils se sont rencontrés en 2001, c'est ça, chérie? Et dès les premiers mois, il a tout fait pour nous couper d'elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelait, c'est lui qui répondait. Et pour la voir, il fallait presque négocier un rendez-vous. Et c'est pas tout, Une fois, il l'a frappée. Elle a réussi à s'échapper. Et il lui a dit, c'est elle qui me l'a rapporté, si un jour tu veux partir, je te tue. Et à chaque fois, elle retournait chez lui. Nous, on lui a dit, si ça continue, il va te tuer. Combien de fois on lui a dit ça? Et on a cru que ça irait mieux à la naissance du petit, mais non. La mère raconte une scène précise qui a eu lieu 1 mois avant le meurtre de Sandrine. Elle et son mari invitent Sandrine et Frédéric Audibert au restaurant, avec le petit Antoine, bien sûr. À un moment, la mère a le bébé dans ses bras, elle trouve un prétexte pour sortir dehors avec sa fille. Je t'en supplie, Sandrine, c'est le moment de filer. Maintenant, on part tous les 3 avec Antoine. Mais papa, mais t'en fais pas pour ton père, il a pas peur, lui. Il se débrouillera. Allez, on y va, c'est le moment ou jamais, Sandrine. Maman, tu connais mal Frédéric. Si on sauve, il est capable du pire. Et à la fin du repas, elle rentre aux sauces avec lui. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'est le 12 octobre. Elle nous appelait, il était 8h30, elle était complètement saoule, comme souvent. Elle nous a dit qu'il l'avait encore battu. On lui a demandé des nouvelles d'Antoine. Elle nous a dit que ça allait.
qui dormait dans sa chambre. Et voilà, je lui ai dit, va te coucher, on se rappelle demain. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Les gendarmes pensent que c'est ce soir-là qu'Audibert a tué Sandrine, juste après avoir raccroché avec les parents. Et Antoine alors? Il est où, Antoine? Le juge pose 1 fois, 10 fois, 100 fois la question à Frédéric Audibert. Sa réponse est toujours la même. Vous inquiétez pas pour Antoine. Antoine, il est en sécurité en Espagne. Mais où en Espagne, monsieur Audibert? Vous inquiétez pas, il est chez une amie, il est bien traité. On va donc juger Frédéric Audibert, sans savoir si son fils Antoine est mort ou vivant. Le procès de Frédéric Audibert s'ouvre en 2008 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Quand il entre dans le box, il est méconnaissable. Une ombre, maigre, le visage creusé, le teint blafard. Son avocat pense qu'il n'est pas en état de comparaître. C'est un vrai problème, hein. Ces derniers temps, on ne pouvait plus lui parler. Son état est très inquiétant. Il n'est plus du tout en contact avec la réalité. Dès lors, je vous demande, Monsieur le Président, d'ordonner un supplément d'information pour savoir si mon client est en état psychique de suivre ce procès. L'avocat de la famille de Sandrine, Maître Sivan, ne s'y oppose pas. Procès suspendu, donc. Il reprend 1 an plus tard. Son avocat lui-même dit que maintenant, il est en état d'être jugé. Et il est vrai que quand il entre dans le box, il a repris du poids et il a meilleure figure. Mais pas meilleur caractère. Il prétend toujours qu'il est innocent. Et quand on lui apporte la moindre contradiction, « Mais c'est quoi ces salades? C'est faux !» Et quand on lui parle de la photo retrouvée dans son appareil photo, « Mais c'est les gendarmes qui l'ont fabriqué, cette photo !» Et l'addiction de Sandrine à l'alcool et aux drogues, oh ben ça c'est la faute de sa famille. Si elle est ivrogne, droguée et dépravée, ils ont que ce qu'ils méritent. Hein. Régulièrement, ses propres avocats sont obligés de lui dire de se taire. C'est un fou furieux. Et du coup, on attend beaucoup de l'expert psychiatre. Et on n'est pas déçu. Il s'agit indéniablement d'un psychopathe, égocentrique. Et je dirais que sa capacité de réadaptation est absolument illusoire. Le grand espoir de ce procès, c'est qu'ils disent enfin où est le petit Antoine. Espoir déçu, ce qui amène ses avocats à jouer une carte limite, presque indécente. Allez, carrément indécente. Je fais remarquer ici que les parents de mademoiselle Autré ont passé 10 jours, sans appeler leur fille, après son dernier appel au secours du 12 octobre. Est-ce que pendant ce laps de temps, ils ne sont pas venus discrètement récupérer leur petit-fils? Et est-ce que depuis, ils ne l'ont pas caché dans une cave de leur maison? Grondement de stupeur dans la salle. Bref, après 4 jours de débat, Frédéric Audibert est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. On peut se douter qu'il va faire appel, et c'est ce qu'il fait. Il est rejugé en mars 2009 à Aix-en-Provence. Procès en appel marqué par une déclaration de Frédéric Audibert, déclaration qui, soudain, fait planer un peu d'espoir. Bon, je vais vous donner l'adresse des gens chez qui je plaçais Antoine. C'est à Barcelone. La séance est suspendue. On vérifie. L'adresse n'existe pas. Ses avocats sont au bout du rouleau. Ils annoncent qu'ils cessent de le défendre. Peine perdue, le président les commet d'office sur le champ.
Ils devront boire le calice de l'impossible défense de leurs clients jusqu'au bout, jusqu'à la lie. Et ça se finit comme la première fois. 30 ans de réclusion criminelle. Et après ce procès, on ne sait toujours pas si Antoine est mort et comment il est mort. Cela dit, au hameau des Sauces, les gens ont leur petite idée. Le petit Antoine, il l'a laissé mourir. Il l'a laissé mourir avant de le donner à manger à ses chiens. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Maître Bernard Sivan, vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile, vous défendiez les intérêts de la famille de Sandrine Autrey. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette rumeur qui suggère qu'Antoine mort a été donné à manger aux chiens? C'est une hypothèse qui a été évoquée, mais elle est toujours restée au stade de l'hypothèse. J'ai écouté votre récit qui était parfaitement motivé sur la façon dont cette douloureuse affaire s'est déroulée. C'est vrai que quand on a trouvé le cadavre de Sandrine, elle avait été enveloppée dans des sacs poubelles où il y avait également des chiots de la race qu'il élevait, puisqu'il se prétendait éleveur de chiens, et en même temps donc des barouges, oui. Et en déroulant le sac mortuaire qu'il avait fabriqué, on a trouvé aux côtés de Sandrine des cadavres de chiens. Donc ça reste une possibilité, je crois, plus crédible, parce que je ne peux même pas penser, mes clients ne voulaient pas penser à cette hypothèse. Il y en avait une autre, puisque les voisins l'avaient vu jeter quelques jours auparavant dans les containers un paquet blanc d'une quarantaine de centimètres et d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Donc il est possible aussi qu'il s'en soit débarrassé en le jetant comme un chien, j'allais dire, à la poubelle. Vous ne croyez pas à l'Espagne, bien sûr? Je ne crois pas à l'Espagne, pas du tout. C'est une nouvelle version, une énième version qui nous a servi durant le procès en appel. Alors c'est vrai que chaque fois que Audibert nous sortait une nouvelle version, il était indispensable que ça soit vérifié. C'est la raison pour laquelle le procès en appel a également été suspendu quelques heures ou quelques jours, je m'en souviens plus exactement, le temps que le président mandate un officier de liaison français en Espagne pour aller vérifier. On a trouvé un terrain vague. Il n'y a jamais eu d'immeuble à l'adresse que M. Audibert avait donnée à la cour. Dites-moi, quand Frédéric Audibert est condamné à 30 ans de prison, ça ne concerne que l'assassinat de Sandrine Autrey, ou ça couvre aussi la disparition et possiblement le meurtre d'Antoine? Ça a été un grand débat entre mon cabinet et le parquet, qui était représenté par M. Darras, parce qu'il était très difficile de poursuivre M. Audibert pour la mort de son enfant tant qu'on n'avait pas d'éléments, et tant qu'on n'avait pas de corps notamment. Alors c'était plus simple pour Sandrine Autrey puisque on l'avait retrouvée dans la villa, mais pour l'enfant on n'avait absolument aucun élément permettant d'imputer ce meurtre cet assassinat à Frédéric Audibert. Et c'est vrai qu'on a eu des réunions avec le parquet et que c'est le parquet qui a proposé de le poursuivre également pour privation d'aliments ayant entraîné la mort. Peine, d'ailleurs, vous risquez pour cette infraction un maximum de 30 ans de réclusion criminelle. Et c'est exactement la peine à laquelle il a été condamné. Donc il a été condamné aussi pour également la pour privation d'aliments à un mineur ayant entraîné la mort. Puisque nous avons une pédiatre qui est venue pendant l'audience qui a été citée donc comme témoin, qui expliquait qu'un enfant de cet âge, lui avait, vous l'avez rappelé dans le reportage, une très petite constitution, c'était vraiment un mini bébé, et un bébé qui était né en avance, qui pesait à peine 1,5 kg ou 1,8 kg. Donc c'est quelque chose dont on pouvait à la fois se débarrasser rapidement, comme a dû le faire monsieur Audibert, mais qu'on avait du mal à alimenter, c'est-à-dire que c'était un gamin qui avait beaucoup plus de biberons que les autres enfants, parce qu'il fallait le faire grossir. Et cette pédiatre nous expliquait à l'audience qu'un enfant à qui on ne donne pas à manger, 24 heures après avoir crié, il ne parle plus, il ne crie plus et il décède de malnutrition, de non-nutrition. Il n'y a pas eu d'opportunité de relancer une information au sujet d'Antoine dans les années qui ont suivi? Absolument aucune. On a aucun élément concernant le décès ou la façon dont M. Audibert se serait débarrassé de cet enfant.
Là où il n'a pas compris, d'ailleurs il ne l'aura jamais compris, comment on est arrivé à le poursuivre pour privation d'aliments, c'est que on est certain que le 12 octobre au soir, parce qu'il l'a déclaré dans le cadre des auditions faites devant le juge d'instruction, on est certain que l'enfant, la dernière personne avec qui il est, c'est avec son père dans le lit qui est situé en mezzanine dans cette toute petite villa des Sauces au-dessus de Grasse. Et Frédéric Audibert a reconnu qu'il s'était alcoolisé très fortement avec sa compagne ce soir-là et que l'enfant était avec lui dans le lit en haut. Donc le fait qu'il soit avec lui, on n'a aucune nouvelle parce que la réalité c'était que vu le taux d'alcoolémie que ces gens-là avaient ce soir-là, il est certain qu'il a dormi certainement plus de 4 heures après avoir s'être saoulé au pastis en principe. Alors l'épisode du premier procès, reporté parce que Frédéric Audibert n'était pas en état, suggère quand même une pathologie mentale très lourde. Ah oui, c'est certainement, je pense qu'en plus des qualificatifs, vous aviez la présence d'un pervers narcissique et d'un psychopathe dangereux, c'est-à-dire que il se prétendait voyou avec une âme de voyou, alors qu'en vérité c'était un garçon tout à fait quelconque, mais violent et d'une violence extrême. Il a été violent, vous l'avez rappelé, avec toutes les compagnes qu'il y a eu. On a eu un défilé de 4 ou 5 compagnes qui ont partagé à un moment donné son existence, et elles ont toutes rappelé des scènes de violence qui étaient les copies conformes de ce qui faisait vivre à Sandrine. De ce qu'a fait vivre à Sandrine. Alors le psy dit autre chose. Il dit il est incurable. Et alors là, moi je me dis, ça colle pas avec le verdict, parce que il y a pas de peine de sûreté 2 fois. Et faut quand même dire les choses. 30 ans finissent par peser 25 par les remises de peine, donc il est libérable à mi-peine, donc il est libérable au bout de 2 ans et demi. Il n'y a pas de prise en compte de sa dangerosité dans le verdict. Oui, disons que les gens qui étaient proches du dossier savaient que Frédéric Audibert avait attrapé le sida et avait également des soucis relatifs à une hépatite, et que donc il n'avait pas plus longtemps à vivre. Et d'ailleurs, il est décédé il y a quelques années en détention. Heureusement, j'ai envie de dire, enfin heureusement, on peut pas se réjouir de la mort d'un homme, mais on peut dire quand même que le verdict, parce que les jurés ils sont pas au courant de tout ça, si? Non, les jurés ne sont pas au courant de cette situation, ouais. C'est exact. Donc le verdict n'est pas précautionneux. Non, sauf à se dire que ces gens-là doivent suivre un suivi socio-judiciaire pendant plusieurs années après leur éventuelle libération. Mais sur 30 ans de réclusion criminelle, vous en faites pas 15, hein, vous en faites à minima une vingtaine. Et son état de santé ne lui permettait pas d'espérer vivre 20 ans en détention. Alors, faut qu'on parle du métier d'avocat, parce que je suppose que pendant ces 2 procès, vous avez un peu de compassion pour ces avocats de la défense. Je veux dire, il n'y a pas pire que découper d'un client comme celui-là. Hein. Ah, j'étais bien à ma place, et difficile à l'heure, mais... c'est pas courant des avocats qui démissionnent en plein procès. Non, c'est pas courant, mais c'est parce qu'ils n'avaient plus aucune solution. Ils essayaient de calmer un client qui était absolument impossible à gérer, même qui les a amenés, à mon avis, à déborder un petit peu du mandat qui leur avait été confié quand ils ont évoqué aux grandes dames de la famille Autré la possibilité qu'on ait... Que les grands-parents aient enlevé le bébé. Aient enlevé le bébé. Ça, c'était épouvantable à entendre, même dans la bouche d'un défenseur qui faisait son métier. À votre avis, pourquoi est-ce que Frédéric Audibert n'avoue pas alors que tout l'accuse? Parce que les vrais voyous n'avouent pas. Face à l'évidence, ils continuent de nier. Mais parce qu'il est égotique et qu'il ne peut pas admettre lui-même qu'il est ce monstre-là. Oui, ou tout simplement parce qu'il ne s'en souvient pas. Il faisait de temps en temps... Ah oui, il se souvenait de s'être alcoolisé avec Sandrine ce soir-là, mais après, je crois que tout le reste est du domaine des idées qu'il pouvait avoir. Je pense qu'il a commencé à se rendre compte de ce qui se faisait à partir du moment où il est parti de chez lui et où il a commencé à être pisté par les gendarmes. Et là, il a fallu inventer quelque chose. Mais moi, j'ai vu ce monsieur, le jour où on a découvert le corps de Sandrine Autré, il y avait une avancée à côté du cabanon qu'ils habitaient et qui surplombait justement le petit débarras où on a trouvé le corps de Sandrine.
et je l'ai vu manger à midi ce que les gendarmes lui avaient amené comme repas. Il était en hauteur à 3 mètres au-dessus du corps de sa femme, et il a mangé avec un appétit absolument terrible. Ouais. Disant aux gendarmes, vous n'allez pas rentrer chez moi comme ça parce que la maison est piégée, il y a des grenades. Alors que les gendarmes étaient à l'intérieur déjà, tout le monde est sorti en vitesse. Il a fallu encore attendre 2 heures avant qu'un des gendarmes spécialisés dans le déminage interviennent et sécurisent les lieux. Pourquoi est-ce que Sandrine ne s'est pas enfuie avec le bébé? Il y a une opportunité donc au cours de ce déjeuner, au cours duquel la mère suggère à Sandrine de s'enfuir avec elle, et elle rentre chez Frédéric Audibert. Pourquoi elle part pas? Je sais pas, c'est peut-être un dérivé du syndrome de Stockholm, mais elle était vraiment quelqu'un qui est... elle était sous son emprise. Sous son emprise complète. Et monsieur et madame Autrey m'ont rappelé l'épisode que vous avez indiqué où ils sont au restaurant. Et monsieur Autrey de me dire, elle a un pied dans la voiture et j'arrive pas à lui faire monter le 2e pied. Elle a peur pour son père, elle a peur des réactions de monsieur Audibert, alors que monsieur Autrey n'attend qu'une chose, c'est que l'autre s'énerve. Il avait très peur d'une personne. Monsieur Audibert, c'était monsieur Autrey. D'accord. Voilà, donc, et il m'écrivait même à moi, monsieur Audibert, pour me dire, dites à monsieur Autrey qu'il ne s'inquiète pas, son petit-fils est en lieu sûr, des lettres que j'ai remis à l'époque au juge d'instruction. Merci beaucoup, maître Bernard Sivan du barreau de Nice, d'avoir débriefé cette histoire aujourd'hui. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.